Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, minuit passé. Dans le ventre lumineux de Manhattan, là où les tours d'acier grattent les étoiles et où les fortunes dorment derrière des vitres blindées, le monde ralentissait enfin. Les avenues vrombissantes s'étaient vidées de leurs limousines, et la pluie fine qui tombait sur les trottoirs brillait sous les réverbères comme des paillettes oubliées. Au sommet de l'un des plus prestigieux établissements de Midtown, l'Empire Avenue, un hôtel 5 étoiles réputé pour son raffinement discret et ses clients parmi les plus puissants de la planète, le silence était presque sacré. Plus de champagne qui coule. Plus de portiers en gants blancs. Plus de violonistes au bar. Les dorures des couloirs réfléchissaient la lumière chaude de quelques appliques murales, et les tableaux modernes suspendus au mur semblaient eux aussi reposés, suspendus hors du temps. À l'étage 41, là où les suites présidentielles occupaient des mètres carrés que certains ne verraient jamais en une vie, une silhouette glissait dans l'ombre, presque sans bruit. Ania Volkova, 27 ans, avançait avec la grâce silencieuse de celle qu'on ne voit jamais. Vêtue de l'uniforme modeste des femmes de chambre, jupe noire, chemisier repassé, tablier blanc, elle marchait le dos droit, le pas léger. Ses cheveux, blonds cendrés, étaient soigneusement attachés en un chignon strict, dissimulé sous le bonnet réglementaire. Son badge était propre, sans fioriture, Volkova, A. Originaire d'un village perdu entre les forêts et le gel du nord de la Russie, Ania portait sur son visage la marque des gens résilients, calme, fermeté, et cette lueur d'intelligence contenue qui n'attire pas les projecteurs mais éclaire à travers les fissures. Cela faisait 2 ans qu'elle travaillait ici. 2 années à faire les lits sans un mot, à polir les miroirs comme si elle nettoyait une cathédrale. Elle ne parlait que lorsqu'on lui parlait. Elle ne se plaignait jamais. Certains collègues l'appelaient « la fantôme russe », avec une pointe d'ironie respectueuse. D'autres l'ignoraient complètement. Mais chaque soir, après avoir terminé son service, elle restait. Pas pour voler. Pas pour se reposer. Pas même pour rêver. Pour apprendre. Tapis dans une aile rarement utilisée de l'étage, derrière une porte sans nom, se trouvait un ancien local de stockage abandonné. Là, entre des draps propres et des cartons oubliés, Ania avait créé un sanctuaire secret. Un tapis élimé. Une caisse retournée en guise de bureau. Une vieille lampe à piles, volée à une lampe de secours hors service. Un dictionnaire anglais russe écorné. Et surtout, un manuel épais d'économie internationale, récupéré dans une benne derrière une université privée où elle avait fait du ménage un été. Chaque nuit, elle s'asseyait sur le sol dur, son cahier sur les genoux, ses doigts tachés d'encre. Elle lisait lentement, parfois à voix basse, soulignant des concepts qu'elle relisait 3 fois. Inflation contrôlée, cycle de Kondrassiev, marchés émergents. Des mots qui, pour d'autres, n'étaient que des formules froides. Mais pour elle, c'était un langage secret. Une porte vers un autre monde. Un monde où elle ne serait plus invisible. Elle copiait les phrases, s'exerçait à traduire les définitions en anglais, s'enregistrait sur son téléphone pour corriger son accent. Chaque soir, elle avançait. 1 page, 2 pages, parfois 3. Pas plus. Mais elle avançait. Car Ania ne voulait pas seulement survivre. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir comment le monde tournait, comment des chiffres sur un écran pouvaient changer la vie de millions. Elle voulait, un jour, conseiller ceux qui font l'économie. Pas seulement nettoyer leur salle de conférence. Mais personne ne le savait. Ni les collègues. Ni les superviseurs. Ni les clients richissimes qu'elle croisait chaque jour sans exister à leurs yeux. Elle n'était qu'une employée invisible. Une ombre qui passait, ramassait, repliait. Une présence discrète entre 2 mondes. Jusqu'à ce soir-là. Il était minuit 38. Le silence de l'étage 41 était absolu, presque sacré. Seuls quelques craquements lointains des conduites de chauffage venaient briser l'immobilité. Ania était absorbée dans sa lecture, son front légèrement froncé alors qu'elle déchiffrait une formule complexe sur le commerce international. La lumière vacillante de sa petite lampe portative dansait sur les murs, projetant son ombre contre les cartons empilés autour d'elle. Soudain, des pas. Lents. Précis. Fermes.
Le claquement feutré de chaussures en cuir de grande qualité sur le sol marbré. Anya sursauta. Son cœur se mit à battre plus fort, cognant contre sa poitrine comme une alarme silencieuse. Dans un réflexe de survie, elle éteignit la lampe d'un geste brusque et fourra son cahier dans son sac, repliant la couverture du livre comme si c'était un acte interdit. Elle n'avait pas le droit d'être là. Pas à cette heure. Et surtout pas à utiliser une pièce de service comme salle d'études personnelle. Elle retint sa respiration. Peut-être qu'il passerait. Mais non. La silhouette se dessina dans l'encadrement de la porte entr'ouverte. Pas un agent de sécurité. Pas un client. Pas un collègue. Un homme en costume sombre s'arrêta juste devant elle. Il portait un 3 pièces gris anthracite parfaitement taillé, une montre au poignet qui valait plus que 3 ans de son salaire, et un regard aussi vif qu'un scalpel. Il ne disait rien, mais il observait tout. Charles Whitmore. Le fondateur et président-directeur général de Whitmore Holdings, propriétaire non seulement de l'Empire Aven mais d'une chaîne mondiale d'hôtels de luxe, de centres d'affaires et de sociétés d'investissement. Un homme qu'on ne croisait jamais sans rendez-vous. Un homme qu'on ne dérangeait jamais. Un homme que même les cadres supérieurs craignaient d'évoquer à voix haute. Anya sentit ses jambes se raidir. Elle se leva d'un bond, les mains moites, le souffle court. Monsieur Whitmore, je. Elle peinait à aligner les mots. Je ne faisais que ranger un peu. Sa voix était tremblante. Mais il ne répondit pas. Pas tout de suite. Il entra lentement, observant la scène comme un enquêteur. La lampe éteinte, le manuel resté entrouvert, le cahier qui dépassait encore un peu du sac trop vite refermé. Puis, il s'accroupit et prit doucement le livre dans ses mains. Il lut en silence un passage souligné à l'encre bleue. Ses yeux parcoururent les lignes avec une attention froide et méthodique. Puis, lentement, il releva le regard vers elle. Théorie des avantages comparatifs ? Sa voix grave résonna dans la pièce comme un écho inattendu. Vous comprenez ça ? Anya hésita. Puis elle baissa les yeux, presque honteuse. J'essaie. Je ne suis pas encore très fluide en anglais économique, mais je veux comprendre. Sa voix devint plus posée. J'ai grandi avec très peu, mais avec beaucoup de rêves. Il continua de l'observer, mais quelque chose avait changé dans son regard. Moins d'autorité. Plus de curiosité. Peut-être même un éclat de respect. Il se redressa lentement, et sans un mot, alla s'asseoir sur une caisse retournée en face d'elle. Son costume impeccable tranchait avec la modestie de la pièce, mais il semblait étrangement à l'aise dans ce décor de fortune. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être ici à cette heure. Elle hocha la tête, les joues rouges. Je sais. Mais c'est le seul endroit calme que j'ai. Mon appartement est minuscule. Ma colocataire travaille de nuit aussi. Et les bibliothèques ferment bien trop tôt. Silence. Mais un silence différent. Pas celui du jugement. Celui de l'écho. Puis Charles parla, d'une voix plus basse, plus humaine. Quand j'avais votre âge, je lisais mes premiers livres de finance sur le sol d'une buanderie. Mon père était concierge à Brooklyn. On n'avait ni bibliothèque, ni Internet. Juste une vieille encyclopédie. Anya leva les yeux, presque incrédule. Vous ? Un sourire fugace, presque timide, effleura les lèvres de l'homme d'affaires. Il semblait se souvenir d'un autre temps, d'un autre lui. Oui. Et j'avais aussi très peu, sauf une obsession. Je voulais comprendre ce qui faisait tourner ce monde. Les chiffres, les flux, les décisions qu'on ne voit jamais mais qui façonnent tout. Il fit une pause. Puis ajouta. Vous n'êtes pas seule, Anya. Et ce que vous faites, ça m'impressionne. Le silence qui suivit fut plus lourd encore que les mots. Pas un silence de malaise. Un silence de reconnaissance. De transmission. Puis, lentement, Charles se leva. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une carte de visite crème, gravée à chaud, simple mais élégante. Il la lui tendit. Venez à cette adresse demain, à 10 heures. Demandez ma directrice. Dites-lui que c'est pour la bourse Anya. Elle resta figée, la carte entre les doigts, n'osant y croire. Mais déjà,
il se dirigeait vers la porte. Avant de disparaître dans le couloir, il ajouta, sans se retourner. Et ne perdez pas ce livre. Vous en aurez besoin plus tôt que vous ne le croyez. Puis il s'éloigna, laissant derrière lui un silence brûlant, une carte qui changeait tout. Et une jeune femme figée dans l'ombre, le cœur prêt à exploser. Anya n'osa pas y croire. Toute la nuit, elle resta assise sur son lit, dans sa petite chambre partagée du Queens. La carte de visite de Charles Whitmore posée sur la table de chevet semblait briller dans l'ombre comme un artefact sacré. Elle la fixait, sans oser la toucher, de peur qu'elle ne disparaisse. Elle se repassait la scène encore et encore. Avait-elle mal compris? Avait-elle rêvé? Était-ce une mise à l'épreuve? Elle vérifia 3 fois l'adresse au dos. Elle tapa le nom de la société sur son vieux téléphone. Whitmore Capital. Un empire. Des tours à Wall Street, à Londres, à Tokyo. Ce nom-là, elle l'avait lu sur les immeubles, entendu dans les podcasts qu'elle écoutait en cachette au travail. À l'aube, elle n'avait pas dormi une minute. Mais elle se leva, noua ses cheveux avec soin, enfila la plus belle tenue qu'elle possédait, une chemise blanche légèrement usée mais propre, un pantalon noir de tailleur d'occasion, et des ballerines au cuir fatigué. Avant de partir, elle glissa dans son sac son dictionnaire, le manuel d'économie, son cahier plein de notes, et la carte. Elle la serra contre son cœur avant de quitter l'appartement. 9h56 Midtown Manhattan. Le soleil frappait les façades de verre des tours comme un projecteur divin. Devant elle se dressait un immeuble de 60 étages, entièrement vitré, surplombant la ville comme un phare de pouvoir. Le nom, Whitmore Capital, brillait en lettres argentées au-dessus des portes tournantes. Elle inspira profondément, entra dans le hall, salua timidement le réceptionniste, et monta dans l'ascenseur. Ses mains tremblaient. Elle se sentait minuscule parmi les cadres pressés en costume, les femmes en talons aiguilles avec leur iPad. 52e étage. Les portes s'ouvrirent sur un monde feutré, silencieux, au design élégant et futuriste. Bois blond, murs texturés, œuvres d'art abstraites, et surtout, une vue spectaculaire sur Central Park, comme un tableau vivant posé contre la ville. Une assistante élégante s'approcha aussitôt, souriante. « Bonjour, mademoiselle Volkova. Monsieur Whitmore vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Anya la suivit sans dire un mot, le cœur battant à tout rompre. C'était une vaste pièce, presque vide, mais chaque objet y semblait peser une fortune. Un bureau minimaliste en chêne massif. Un fauteuil en cuir italien. Une unique sculpture de bronze sur un socle. Et cette vue, majestueuse, ininterrompue, qui donnait l'impression que le ciel entier lui appartenait. Charles se tenait là, debout, regardant New York en contrebas, mains croisées dans le dos. Lorsqu'il se retourna, Anya sentit une chaleur étrange lui monter à la gorge. Il était parfaitement calme, comme s'il l'attendait depuis toujours. Sans un mot, il prit une enveloppe blanche posée sur son bureau et la lui tendit. « Voici une bourse de $30 000. Ce n'est pas un don. C'est un investissement. Vous pouvez désormais postuler à l'université. Et voici. » Il sortit un deuxième papier, qu'il lui tendit avec soin. Ma lettre de recommandation personnelle. Anya ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Ses mains tremblaient. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je n'ai pas de diplôme américain. Pas de papier solide. Même mon anglais est. Elle baissa les yeux. Je n'ai pas de garantie. Charles s'approcha lentement. Sa voix, lorsqu'elle répondit, n'était plus celle d'un PDG distant. Elle était humaine, presque paternelle. L'intelligence est la meilleure garantie. Vous avez le feu. La rigueur. La patience. Et vous avez fait en solitaire ce que la plupart des diplômés n'oseraient même pas tenter. Il fit une pause, puis ajouta. Je ne vous offre pas une faveur. Je vous tends la main, comme on l'a fait pour moi, une seule fois. Le reste, vous l'avez déjà mérité. Elle serra les lèvres. Ses yeux devinrent brillants. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, on me verrait. Charles hocha la tête. C'est parce que les gens comme nous, au départ, sont faits pour être ignorés. Mais ensuite,
on les regrette. Anya ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent lentement sur ses joues, silencieuses, chaudes comme des années contenues. Elle les essuya, gênée, puis se redressa. Je l'accepte. Je travaillerai sans relâche. Je vous le promets. Il la regarda, longuement. Puis il sourit. Un vrai sourire. Ne me promettez rien, Anya. Promettez-le à celle que vous étiez, à 10 ans, dans le froid, avec un livre de seconde main entre les mains. Elle est celle que vous devez honorer. Ce jour-là, Anya sortit du building la tête haute, une enveloppe dans son sac, et une flamme nouvelle dans le regard. Elle n'était plus une ombre. Elle devenait visible. 8 mois plus tard, Anya Volkova n'était plus seulement la femme de chambre discrète de l'Empire Aven. Elle était devenue étudiante à la prestigieuse NY Stern School of Business, l'une des meilleures écoles de commerce au monde. Mais le chemin, bien que lumineux, n'en était pas moins rude. Elle arrivait chaque matin à l'université en métro, debout, serrée entre les silhouettes pressées des travailleurs new-yorkais. Elle portait un sac usé, plein de livres annotés, un thermos de thé bon marché, et un regard déterminé. Elle n'avait pas les tailleurs élégants des étudiantes venues de familles aisées, ni les ordinateurs dernier cri. Mais ce qu'elle possédait, aucun d'eux ne pouvait acheter, la faim de comprendre. Le feu de la résilience. Chaque jour, elle se levait à 5h30. Étudiait 2 heures avant les cours. Assistait au séminaire avec une attention chirurgicale. Posait des questions pointues. Restait le soir à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. Elle passait ses nuits à revoir les concepts, volatilité des marchés, arbitrage, stratégie d'investissement, comme d'autres répètent des gammes au piano. Elle relisait ses notes dans le métro. Apprenait l'anglais académique en écoutant des enregistrements de conférences dans ses écouteurs. Parfois, elle travaillait encore les week-ends comme femme de chambre dans un autre hôtel, plus modeste. L'argent restait nécessaire. Mais désormais, elle marchait dans les couloirs non plus comme une ombre, mais comme une femme avec une destination. Au début, certains professeurs ou camarades fronçaient les sourcils face à son accent. Mais Anya n'en avait plus honte. Elle le revendiquait. Elle racontait son parcours dans des discussions, avec calme et clarté, et ses interlocuteurs finissaient souvent par l'écouter en silence, admiratifs. Lors d'un atelier de présentation orale, un professeur l'arrêta après son exposé sur la microfinance en Asie centrale. Vous avez un regard que l'on ne peut pas apprendre ici, Anya. C'est celui de quelqu'un qui a connu la rareté. Son accent russe, autrefois un handicap, était devenu une signature. Un témoin de courage. Une preuve d'ancrage dans le réel. Une élève hors du commun. En mathématiques financières, elle excellait. Elle comprenait les chiffres comme on comprend une musique intérieure. Elle voyait les modèles, les variations, les anomalies. Un professeur la recommanda pour un groupe de recherche sur les économies émergentes. Un autre la nomma assistante pour un projet de data analysis sur les flux monétaires en Europe de l'Est. Bientôt, elle fut invitée à participer à des conférences internes, puis publiques. Au sein de l'université, des rumeurs circulaient, la petite génie russe, l'étudiante boursière au destin fou. Mais Anya ne se laissa pas griser. Chaque soir, elle rentrait, en silence, avec ses livres sous le bras, et elle continuait d'étudier comme si tout pouvait s'effondrer au moindre relâchement. Et dans l'ombre, un regard bienveillant. Charles Whitmore, lui, n'intervenait pas. Mais il suivait tout. Discrètement. Une fois par mois, un dossier arrivait sur son bureau. Non pas commandé officiellement, mais envoyé par l'une de ses assistantes personnelles, à sa demande. Un simple rapport confidentiel, sobrement intitulé « Progression Volkova A ». Il y lisait ses notes, ses publications, les retours des professeurs. Il apprenait qu'elle avait obtenu une note parfaite en « modèle stochastique », qu'elle avait pris la parole devant 300 personnes lors d'une conférence interuniversitaire sur les investissements éthiques, qu'elle avait été approchée par des recruteurs. Il lisait. Il souriait parfois. Et replongeait dans son travail. Mais en vérité, il s'y reconnaissait. Pas seulement dans sa réussite. Dans son regard. Ce regard qu'il avait vu dans un miroir, 30 ans plus tôt. Le regard d'un jeune homme invisible,
affamé de savoir, prêt à tout pour mériter sa place dans un monde qui ne l'attendait pas. Un soir, alors qu'il rentrait d'un dîner d'affaires, Charles s'arrêta devant la fenêtre de son appartement. Il regarda les lumières de la ville, les tours de NYU au loin. Il songea à Anya. Et pour la première fois depuis longtemps, il se dit que le monde, peut-être, avait encore un peu de justice. Un an jour pour jour après leur première rencontre, Charles Whitmore organisa un gala caritatif exceptionnel au Metropolitan Hall de New York, un lieu de prestige où se mêlaient marbres, dorures et lustres immenses comme des galaxies suspendues. L'événement, annoncé dans les colonnes du New York Times comme « La nuit des visionnaires », réunissait PDG, investisseurs, philanthropes, intellectuels et célébrités du monde entier. Des journalistes des chaînes économiques les plus réputées couvraient l'événement en direct. On parlait d'annonces de grande envergure, de nouvelles fondations, de projets disruptifs. Mais personne ne savait encore ce que Whitmore allait révéler. Et surtout qui. Pendant ce temps, Anya, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, prêtée par l'épouse d'un professeur, attendait nerveusement dans l'aile privée du hall. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une tresse sobre. Elle n'avait ni bijoux, ni maquillage tapax engrave l'œil. Mais il y avait dans son regard une lumière calme, indestructible. Elle observait le tumulte à travers un rideau. Des visages puissants. Des voix sûres d'elle. Des gens qu'elle avait longtemps imaginés comme inaccessibles. Et elle se souvenait. Du local de stockage. De la lampe à piles. Du froid. Du silence d'avant. Puis elle inspira. Longuement. Et attendit. Sur la scène, Charles Whitmore s'avança au pupitre. Il portait un smoking noir impeccable, mais c'était son regard qui attira l'attention, plus grave que d'habitude, plus habité. Les murmures cessèrent. Les vers cessèrent de tinter. Il prit la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être ici. Ce soir, je ne vais pas vous parler de capital. Ni d'acquisition. Ni même de rendement. Silence. Étonnement dans l'assemblée. Je vais vous parler d'un secret. Un murmure traversa la salle. Les caméras s'approchèrent. Il poursuivit. Pas un secret d'entreprise. Pas une stratégie confidentielle. Mais un secret humain. Quelque chose que nous avons tendance à ignorer, dans nos tours d'ivoire. Quelque chose que j'ai failli oublier moi-même. Il fit une pause, puis se tourna légèrement vers le rideau à sa gauche. Ce secret, ce n'est pas un « quoi ». C'est une qui. Elle s'appelle Anya Volkova. Un souffle parcourut la salle. Le rideau s'ouvrit lentement. Anya apparut, droite, calme, les mains jointes devant elle. Il y a un an, cette jeune femme nettoyait les couloirs de marbre de mon hôtel. La nuit. En silence. Invisible. Il se retourna vers elle, et un sourire sincère éclaira son visage. Et pourtant, entre deux lits faits et deux salles rangées, elle étudiait. Pas les tâches à faire. Mais l'économie mondiale. La macroéconomie. La finance internationale. Des sourcils se haussaient. Des yeux s'ouvraient. Ce soir, elle est étudiante à la NYU Stern School of Business. Elle débat avec des professeurs, corrige les modèles de ses camarades, impressionne des analystes seniors. Elle comprend mieux les logiques de marché que beaucoup de jeunes diplômés de grandes écoles. Il tendit une main vers elle. Je n'ai pas investi dans une start-up. J'ai investi dans une personne. Une idée. Une flamme. Et croyez-moi, c'est mon meilleur investissement. Un silence lourd, suspendu. Puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains restèrent debout. D'autres applaudirent avec les larmes aux yeux. Un banquier célèbre se tourna vers un collègue et murmura. C'est la chose la plus puissante que j'ai entendue depuis 20 ans. Sur scène, Anya souriait, sans chercher à briller, mais habitée d'une paix profonde. Elle fit un pas vers le micro, les mains encore légèrement tremblantes, mais sa voix, quand elle parla, était claire comme un cristal. Je viens d'un village où l'on comptait les livres comme d'autres comptent les pièces. Je suis venue ici pour changer ma vie. Mais quelqu'un a vu en moi ce que je n'osais même plus rêver. Et je vous dis ceci, parfois, l'investissement le plus rentable est celui qu'on fait sans attendre de retour.
Nouveaux applaudissements. Plus long, plus chaud. Après le discours, Anya fut assaillie par les invités. Des professeurs lui proposèrent de collaborer. Des journalistes la demandèrent en interview. Des chefs d'entreprise lui donnèrent leurs cartes. Mais elle resta humble. Elle serra les mains. Remercia. Puis, vers la fin de la soirée, elle se retrouva un instant seule sur la terrasse, face à la ville. Charles Whitmore la rejoignit. Il lui tendit un verre d'eau. « Vous avez été brillante. Vous m'avez offert une voix. » Il sourit. « Vous l'aviez déjà. Je vous ai juste tendu le micro. » Ils restèrent là quelques minutes. En silence. À regarder Manhattan scintiller sous la lune. Des années avaient passé. L'hiver new-yorkais avait laissé place à des étés torrides et à des automnes flamboyants. Les saisons tournaient, et avec elles, la ville, implacable, continuait sa course effrénée. Mais au cœur de cette agitation, une femme avait écrit une histoire qui dépassait les chiffres et les contrats. Anya Volkova. De simple femme de chambre au sommet des plus hautes sphères financières, elle était devenue analyste en chef chez Whitmore Global Capital, la branche la plus prestigieuse et stratégique du conglomérat. Son nom circulait désormais dans les salles de conseil, ses analyses inspiraient des décisions pesant des milliards. Mais Anya n'avait pas oublié. Elle n'avait pas oublié ses racines, ni ceux qui, comme elle, luttaient dans l'ombre, invisibles aux yeux du monde. Avec l'aide de Charles Whitmore et des ressources du groupe, Anya créa la Fondation Volkova. Une organisation dédiée aux travailleurs immigrés en situation difficile, ceux qu'on ne voit jamais vraiment, qui nettoient les sols, servent les tables, portent les valises, et rêvent en silence. La Fondation offrait des cours du soir d'anglais, d'informatique et de comptabilité, adaptés aux horaires de travail. Un réseau de mentors parmi les cadres du groupe Whitmore, prêts à transmettre savoir et opportunités. Des bourses d'études pour les plus méritants, afin qu'ils puissent, eux aussi, s'élever au-delà des rôles imposés. Dans chaque hall d'hôtel du groupe Whitmore, une plaque gravée en lettres d'or illumine désormais les visiteurs, rappelant un message simple mais puissant. Ce que vous voyez n'est pas tout. Ce que vous ignorez peut contenir un génie. Cette phrase est devenue une sorte de mantra, une invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter les histoires cachées. Et dans le cœur même de l'Empire Aven, au dernier étage, une pièce est préservée, discrète. Un espace modeste, où tout avait commencé. On raconte que, parfois, des visiteurs choisis peuvent apercevoir, au détour d'un couloir, une vieille lampe à pile encore posée sur une caisse retournée, un dictionnaire anglais russe usé, et un cahier raturé. Des reliques silencieuses d'une époque où une femme de chambre étudiait en secret, défiant son destin, et changeant à jamais le cours de sa vie, et celui de beaucoup d'autres. Anya Volkova est aujourd'hui plus qu'une analyste, plus qu'une success story. Elle est un symbole vivant, celui de la force cachée dans la détermination, de la lumière qui jaillit de l'ombre, et du pouvoir que chaque individu peut avoir quand quelqu'un croit en lui. Parce que dans un monde qui juge trop souvent à l'apparence, il suffit parfois d'un regard, d'une chance, pour révéler un génie insoupçonné. Et ce génie, c'est l'histoire d'Anya. Une histoire qui continue, chaque jour, dans les pas de ceux qu'elle inspire.